J'ai rencontré Claude François dans un couloir d'Europe 1 où je commençais à travailler. Je faisais quelques piges pour André Arnaud, pour Jacques Paoli. Et un jour, vraiment, dans un petit couloir, je me suis trouvée nez à nez avec Claude François, que quand même, bon, je connaissais. Et on s'est presque tapé dedans. Donc j'ai ri lui aussi. Et puis on s'est parlé. Et ce qu'on s'est dit exactement, j'en sais rien, mais c'est la première rencontre, je la revois comme si c'était hier. On s'est presque cognés l'un dans l'autre, et ça va peut-être avoir l'air prétentieux, mais il m'a dit « Ah, qu'elle est mignonne !» Alors bon, je suis restée pour entendre la suite. Et voilà comment on s'est parlé la première fois. Mais on s'est pas tout de suite revus. Et en fait, c'est Marie-France Brière, qui était elle aussi à Europe 1, qui quelques jours plus tard m'a dit appelle la secrétaire de Claude François, Nicole Gruyé, il cherche une rédactrice en chef et je lui ai parlé de toi. Donc j'ai pris rendez-vous et j'ai débarqué boulevard Exelmans pour un rendez-vous avec Claude François. Pour l'anecdote, ce qu'il y a d'assez étrange, c'est que j'y suis quand même allée, mais à l'époque, j'attendais ma fille. On devait être en février et elle est née le 12 juin, donc j'étais quand même relativement déjà enceinte. Et j'étais persuadée que j'allais le voir comme ça, mais qu'il allait évidemment pas m'engager. D'ailleurs, quand je le lui ai dit, puisqu'il s'en était pas aperçu, il m'a dit « Ah, est-ce que c'est un problème ?» J'ai dit j'en sais rien, pour moi pas forcément, mais peut-être pour vous. Alors à ce moment-là, il a appelé celle qui était sa comptable, qui faisait office un petit peu de chef du personnel, qui s'appelait Madame Brousse. Et par l'interphone, il lui a dit « Madame Brousse, est-ce que vous engageriez une femme enceinte ?» Et elle lui a répondu « Certainement pas, monsieur. » Et il m'a dit « Eh ben voilà, tu es engagée. » Voilà. Alors moi, je suis entrée chez Claude François, donc comme rédactrice en chef de Podium en mars 1974. Et j'ai très vite appris, bien sûr, à peine arrivée, mais j'avais assez à faire avec Podium, j'ai très vite appris que Claude préparait un journal de charme qu'il avait décidé d'appeler Absolu. Et il avait un rédacteur en chef, un directeur artistique, et tout le monde travaillait sur la maquette et la sortie de ce magazine. Et un après-midi, Claude m'appelle dans son bureau et me dit « Dis donc, Latello, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que toi tu sais ce que c'est que la massification concomitante ?» Je lui dis oui, mais pourquoi tu me poses cette question que je ne vois pas très bien, ça dépend du contexte. Et en fait, il venait de découvrir que les textes prévus par le rédacteur en chef d'Absolu étaient, disons, très intello, très compliqués, voilà, et c'était pas du tout l'esprit qu'il souhaitait donner au journal. Donc, à ce moment-là, comme souvent, Claude prenait des décisions très très rapides, et pratiquement dans l'heure qui a suivi, il s'est séparé du rédacteur en chef. Et il m'a dit, c'est toi qui t'en occupes. Je lui ai dit, mais certainement pas, j'ai assez à faire. Mais si, et voilà. Et donc, j'ai hérité aussi d'Absolu, alors que je venais à peine de commencer à me dépatouiller de Podium et d'un magazine qui était quand même pas si facile à faire. D'ailleurs, Absolu a valu beaucoup de problèmes à Claude, parce que lui, c'était quand même assez son univers. Il se régalait à faire des photos lui-même, à photographier des jolies filles très dénudées, mais il n'avait pas du tout réalisé que c'était pas son public et qu'on allait le lui reprocher. Donc en fait, le magazine Absolu au 3e numéro a été interdit par le ministère de l'Intérieur. Et même s'il n'était pas, c'était pas un magazine porno, très très loin de là, mais on lui reprochait, je sais que dans les arguments, parce que moi je suis allée discuter avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Michel Poniatowski,
Et on m'a dit, c'est vrai qu'il n'est pas, c'est pas un magazine vraiment choquant, mais en même temps, il ne correspond pas du tout au public de Claude, et on peut considérer que c'est une incitation à la débauche pour les mineurs et pour son public. Donc il a eu beaucoup de soucis avec Absolu. D'ailleurs, à ce moment-là, il a cessé d'en être gérant et de se mettre en avant dans le magazine. Et je suis devenue non seulement rédactrice en chef, mais gérante d'Absolu. Les journées de travail avec Claude François, c'était, il faut bien le dire, tout à fait particulier, parce qu'il fallait s'adapter à ses horaires. Donc moi, je venais d'emménager dans un appartement de l'autre côté du boulevard Exelmans, donc heureusement, c'était quand même assez pratique. Je commençais vers 10h du matin, et à partir de là, il fallait attendre que Claude veuille bien passer à son bureau, ce qui n'arrivait jamais avant plutôt le début de l'après-midi, vers 14h, 14h30. Et là, toute la maison était en ébullition parce qu'on annonçait, Pascaline qui était au standard, tout le monde annonçait « Attention, Claude arrive ». Donc c'était un petit peu garde à vous, et tout le monde attendait de savoir dans quelle humeur allait être Clo-Clo. Parce que ça, c'était très, très, très variable. Alors, il pouvait être de très, très bonne humeur, mais il lui fallait un temps d'adaptation. En général, il arrivait un petit peu énervé, il montait les escaliers 4 à 4, avec ses lunettes de soleil, très speed. Il arrivait à son bureau sans un mot, il commençait à déplacer les objets qui avaient sûrement bougé de quelques centimètres en faisant le ménage. Il vérifiait qu'il avait sa rose dans le petit vase, etc. Et puis à partir de là, on pouvait commencer à venir le voir et lui parler. Et il appelait la plupart des gens depuis son bureau par un système d'interphone. Mais ça, c'était les bons jours. Il y avait aussi les jours où il n'avait pas envie de monter au bureau. Donc là, Pascaline faisait une annonce en disant Claude arrive, si vous voulez le voir, il faut descendre. Voilà. Alors, il y en a qui descendaient, puis il y en avait qui ne descendaient pas. Moi, j'avoue que j'ai jamais trop aimé descendre, donc surtout descendre pour le voir à travers la portière de sa voiture. C'était pas trop mon style, donc je ne l'ai jamais fait. Alors parfois il s'énervait parce que tout le monde était descendu le voir, sauf moi. Donc là il descendait de sa voiture et il allait au standard, et par le micro général, plutôt gentiment, il disait je joue son piano et ses rythmes, si tu veux bien descendre. Voilà. Donc là je daignais descendre les 2 étages pour le retrouver à l'accueil. Podium n'était pas facile à faire, il faut quand même. C'était un journal qui comportait beaucoup d'entrées. D'ailleurs, c'était le souhait de Claude qu'on y revienne, qu'on revienne plusieurs fois dessus, qu'on ne voit pas tout de suite tout. Alors son modèle, c'est vrai, il s'en cachait pas. C'était un magazine américain qui s'appelait Tiger Beat. Et c'est vrai que c'est de ce modèle américain qu'il a créé et qu'il a eu l'idée de créer tout ce qui a fait Podium, c'est-à-dire les couvertures composées, les petits personnages, les waouh, le langage Podium. Et puis alors tous ces concours qui étaient assortis de plein de cadeaux. Alors ce qui était compliqué, c'est que les concours, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y avait très très peu de gens pour gérer ça. C'est-à-dire que les jeux et les concours, c'était moi qui les faisais. Donc moi je me souviens avoir un petit peu cauchemardé au début. Je me réveillais la nuit en me disant est-ce que j'ai pas oublié ces concours. Ça me montait à la tête, parce que c'était vraiment assez compliqué quand même à gérer. Et en fait après il y avait le service des fans, le courrier et les fans qui dépouillaient les résultats et qui géraient ces concours, mais c'était un gros boulot. C'était pas toujours facile de travailler avec Claude parce que, en dehors de son caractère un petit peu comme ça, disons cyclotimique, il y avait aussi le fait que ce magazine, bien qu'il s'en défende, puisque c'était pas un magazine de fans, c'était pas du tout, soi-disant, destiné à ses fans, mais il est évident qu'il souhaitait toujours avoir la meilleure part dans le magazine. Donc ce système des couvertures composées,
obéissait quand même à une hiérarchie. Il y avait une des photos qui était une des têtes de Faves, puisque les stars étaient des Faves, une des têtes qui était plus grosse. Il y avait une espèce d'après, ça allait décroissant. Et donc chaque fois qu'on était en train de décider de la prochaine couverture, il sortait des sondages faits par justement les filles du courrier, les filles qui répondaient au téléphone, etc. Et d'où il ressortait que finalement c'était quand même toujours lui que les lectrices souhaitaient voir en plus gros. Donc c'était pas toujours facile parce que on prenait pas trop de risques en le mettant, mais enfin quand même c'était un petit peu. Il y avait des moments où il aurait été souhaitable de mettre d'autres stars que lui. Et ça c'était un petit peu difficile. Bon, en même temps. Moi, c'est pas là-dessus que je m'opposais à lui, parce que je me disais, bon, c'est son journal, ça marche, pourquoi pas. Par contre, il avait tout d'un coup, il piquait des crises, Alors, il y avait l'histoire que tout le monde connaît de ses notes de service, qui n'étaient pas toujours aimables, puisqu'il dictait en permanence sur son petit dictaphone des notes destinées à l'ensemble des gens qui travaillaient avec lui, et qui était ensuite recopié, enfin tapé par Obélix, sa fidèle secrétaire, Dactylo, et ensuite elle distribuait ça à toute la maison. Donc moi c'est vrai que j'ai pas un caractère forcément facile, et il y avait certaines notes qui m'horripilaient, donc je l'appelais, on commençait à s'engueuler, et puis voilà, puis il nous est arrivé de rester plusieurs jours sans se parler. Alors à ce moment-là, comme on avait quand même besoin de communiquer, il appelait Nicole Gruyer, qui m'appelait en me disant « Vous pouvez descendre, j'ai Claude au téléphone ». Donc il disait à Nicole « Dis à Geneviève que », je lui disais bah, « Dites-lui que hein ». Et puis on finissait par se parler directement. Et puis ça finissait, en fait, c'était pour chacun de nous un petit peu une plaisanterie. Puis il avait quand même avant tout de l'humour. Donc un jour, il m'a avoué que quand il dictait les notes de service, il imaginait la tête que j'allais faire en la lisant. Et puis du coup, il en rajoutait, quoi, en disant que ça allait m'énerver et ça le faisait rire à l'avance. Mais quand même, une fois, je lui ai envoyé une lettre de démission et il me l'a renvoyée 2 jours après, encadrée. Voilà. C'est très difficile de se souvenir des derniers contacts qu'on a eus comme ça avec quelqu'un quand on n'imagine évidemment pas une seconde que c'est la dernière fois. Donc c'est très... je suis incapable évidemment de me rappeler la dernière fois où je l'ai vu parce qu'on devait se revoir 2 jours après au Moulin, puisque le jour de sa mort, le samedi 11 mars, il faisait un temps absolument magnifique. Il avait donc cet enregistrement avec Michel Drucker prévu. Et pour une fois, justement, on allait au Moulin que le samedi soir et non pas le vendredi, puisqu'il avait cet enregistrement. Et comme il faisait très très beau, nous, on partait pour la piscine, puisqu'on ne devait aller que le soir au Moulin. Et à l'époque, mon mari travaillait pour Europe 1, donc est passé prendre son courrier, comme il faisait souvent. Et quand je suis arrivée, je revois Pierre Lescure qui me dit « Ah, j'étais en train d'essayer de t'appeler. On a eu un coup de fil, une information selon laquelle Claude François serait mort. » Et j'ai haussé les épaules en disant « Oui, bon, une fois de plus », parce que c'était quand même pas la première fois qu'on annonçait des choses comme ça. Et je l'ai pas du tout cru sur le moment. Et je lui ai dit « Bah écoute, on va appeler chez lui, on va appeler à l'appartement ». Et là, j'ai commencé à faire le numéro de l'appartement et c'était occupé, impossible d'avoir l'appartement. Donc je lui ai dit « Bah écoute, j'y vais, je vais faire un saut à l'appartement, on va savoir ce qui se passe ». Et là, au fur et à mesure qu'on s'approchait du boulevard Exelmans, les flashs radio quand même, les flashs spéciaux se succédaient et ça semblait devenir quand même de moins en moins improbable. Donc j'ai commencé à me dire, mais et si c'était vrai, à être vraiment... Et quand je suis arrivée en vue de l'appartement, donc boulevard Exelmans, il y avait déjà du monde devant, il y avait... il était évident qu'il se passait quelque chose, donc je me suis précipitée vers l'entrée. Là, le docteur Elbaz sortait
et m'a attrapé comme ça, m'a embrassé, complètement bouleversée en me disant je n'ai rien pu faire. Et voilà, et c'est là que j'ai réalisé tout d'un coup que malheureusement c'était vrai. Ma chanson préférée, c'est Le Chanteur Malheureux, parce que c'est une chanson qui lui ressemblait beaucoup et qui reflétait bien ce qu'il éprouvait. Ça peut paraître curieux comme ça, parce que c'était une star qui avait parfaitement réussi, mais en même temps, il n'était pas si heureux que ça. Il avait un côté malheureux. D'abord parce qu'il savait qu'on le prenait pour un chanteur populaire, avec tout ce que ça a d'un petit peu péjoratif, de chanteurs chantant des chansons un peu sottes, un peu... D'ailleurs, c'est un peu en réaction à ça qu'il avait enregistré qu'il avait demandé à Étienne Roda-Gil des chansons un petit peu plus intello. Parce qu'au fond, il souffrait de ne pas être reconnu pour ce qu'il était. Alors la première fois que je rencontre Claude François, c'est en traînant dans les clubs de jazz à Paris. J'allais écouter des copains à moi qui faisaient partie d'un orchestre qui s'appelait les Gamblers, qui étaient surtout issus du jazz. Et tous ces gens-là accompagnaient un chanteur qui s'appelait Olivier Despax, qui était un très bon guitariste de jazz, un peu du style Sacha Distel à l'époque, qui était surtout considéré comme un jazzman, un bon jazzman français. Et donc Olivier Despax était accompagné par ce groupe qui s'appelait les Gamblers, et dans ce groupe il y avait le percussionniste qui s'appelait Claude François.